Bonsoir Internet. Bienvenue dans Besoin de rien, envie de droit, le podcast de Binge Audio qui voit du droit partout, mais qui sait qu'il n'y a pas besoin de parler latin pour comprendre ce qui se joue. Je suis Clara Kane sur Internet et Clara Benjamin au barreau de Paris, et je suis avocate en droit de la propriété intellectuelle. Avec moi aujourd'hui, Loïc Fouquet. Bonjour. Alors, pour vous expliquer Loïc c'est quelqu'un qui était dans un cabinet extrêmement prestigieux et qui est cette personne qui a décidé de tout plaquer pour devenir rockstar. Et aujourd'hui, il est batteur dans 2 groupes de rock. Salut. Salut, c'est beaucoup trop d'honneur que tu me fais, mais je suis ravi d'être là. Je suis extrêmement contente et heureuse que tu sois là aussi. Et Loïc est extrêmement balèze sur plein de problématiques qu'on va aborder aujourd'hui et au cours des émissions. Et de l'autre côté de la table, avec nous également, Mathieu Gaillet. Salut Clara. Salut Mathieu. Alors dans une autre vie, Mathieu a fait des études de droit et aujourd'hui il est consultant de nouveaux médias et il a bossé en production de cinéma et il est avec nous pour évoquer nos premiers sujets. Et donc aujourd'hui on parle de chronologie des médias. Binge Audio. Alors, pour faire très simple, parce qu'on va revenir dessus, c'est le mécanisme qui décide quand est-ce qu'un film peut être diffusé au cinéma, distribué en DVD et passé à la télé, et à la fin, finalement, atterrir sur des plateformes de VOD illimitées type Netflix. Et justement, Netflix est aujourd'hui au cœur du débat, mais on va y revenir très largement après. Donc, il existe en France une sorte de calendrier des types d'exploitation des films. Mais pourquoi on a fait ça ? Eh bien, dans les années 60, avec l'arrivée des téléviseurs chez les gens, on a constaté une baisse drastique et constante de la fréquentation des salles de cinéma. Du coup, l'ORTF, en gros l'ancêtre du podcast, s'est dit on va prendre une bonne habitude et on va se fixer un délai d'attente avant de diffuser les films de cinéma. Et, comme on ne fait pas les choses à moitié sous le général de Gaulle, il décide que ça sera 5 ans. Donc c'est 5 années entre la sortie au cinéma et la première diffusion à la télévision. Ensuite, des lois ont mis en place de façon plus carrée et plus officielle le mécanisme. Ça date des années 80. Et pour finir, et retenez bien ça parce que ça sera important, aujourd'hui, ce n'est plus des lois, c'est des accords interprofessionnels. Donc c'est les gens dont c'est le métier qui discutent entre eux et qui décident dans quel ordre et sous quel délai on diffuse quoi à quel endroit. Bref, le concept de chronologie des médias date des années 80. C'est une dame d'un âge respectable, qui bouge lentement, mais qui a encore tout son dynamisme. Mais, pour vous expliquer un peu pourquoi est-ce que ça commence à bloquer et pourquoi est-ce qu'il commence à y avoir, plein de rigidité dans les rouages, les années 80, donc quand ça a été créé, c'est très loin en termes d'industrie culturelle. 1980, c'est l'année de sortie de La Boum, c'est l'année du divorce de Johnny et Sylvie Vartan. Johnny quand même. Ouais, c'est ça. Johnny, on en reparle après. Et c'est l'assassinat de John Lennon. Donc, Encore plus triste. Encore plus triste. Je peux même te dire qu'il a gagné Roland-Garros cette année-là, si tu veux. Dis-moi tout. Björn Borg. Super. Bref, la chronologie des médias est un mécanisme ancré, mais qui date d'il y a longtemps. Et sa dernière mouture, donc la version qu'on respecte encore aujourd'hui, date de 2009. Pareil, 2009, ça n'a pas l'air d'être il y a très très longtemps. Cependant, 2009, pour vous le caler un peu, c'est donc la mort de Michael Jackson et de Philippe des To Be Free. C'est la sortie d'Avatar, c'est le premier single de Pitbull aussi. Mais en termes de consommation audiovisuelle, en 2009, il n'y a pas Netflix. Pour vous donner... Il y a les box internet depuis assez peu de temps finalement. Ouais. Donc, les équipements aussi arrivent tout juste. Quoi. C'était il y a 10 piges. Exactement, c'était il y a 10 piges. Et pour vous donner un peu une idée en termes d'internet... En 2009, il n'y a pas encore Norman, par exemple. Il n'y a pas encore de youtubeurs. C'était le Velcro. C'était le Velcro, exactement. Donc voilà, pour vous donner une petite idée, la chaîne Norman fait des vidéos, ça date de 1 an après. Donc voilà. Donc 2009, ça n'a pas l'air si loin, mais ça nous permet de réaliser tous ensemble à quel point nos usages n'ont plus rien à voir avec comment est-ce qu'on regardait des films et des séries en 2009. Alors certes, chez nous les juristes, on sait que le temps du droit est bien plus long que les évolutions sociales, mais quand même 2009. Du coup, depuis 2014, il y a une réforme en cours de la chronologie des médias. Ça fait donc 4 ans que les professionnels du secteur sont en train de discuter pour essayer de mettre ce mécanisme au goût du jour. Cependant, il y a maintenant à peu près 15 jours, mi-septembre,
la chronologie des médias, cette réforme qui était en cours, a échoué. Les professionnels du secteur ne sont pas parvenus à trouver un accord. Du coup, et Françoise Nyssen, la ministre de la Culture, avait prévenu, à partir de maintenant, la réforme va avoir lieu par la voie législative, par la voie des députés au Parlement, et donc pas par une discussion entre les gens qui travaillent dans le cinéma. Donc on va aboutir à des débats, des questions au Parlement, du lobby et des choses comme ça. Pardon ? C'est pas sûr, ils peuvent encore s'entendre. Alors, ce qu'a dit Françoise Nyssen, c'est que si jamais ça échouait là, du coup, elle a arrêté la négociation parce que ça dure depuis 4 ans et que c'est trop long. C'est vrai. Et qu'il est temps de passer à l'Assemblée. Mais la question qu'on se pose, du coup, c'est est-ce que c'est vraiment pertinent de chercher absolument à réformer ce mécanisme-là, dans la mesure où c'est un vieux mécanisme qui fonctionne de moins en moins bien. Mais pour pouvoir y répondre, pour commencer, Loïc, c'est quoi au juste la chronologie des médias ? Comment ça marche ? Alors, comment ça marche ? Bon, tout d'abord, il faut bien rappeler les objectifs, et tu l'as un petit peu fait. L'objectif principal, c'est de protéger les exploitations en salle, et en fait, de protéger la diffusion de films et les acteurs de la diffusion de films, c'est-à-dire les salles de cinéma, les producteurs, etc. Donc, l'idée est assez simple, c'est si un film sort en salle, mais qu'il est aussi immédiatement disponible à l'achat en DVD, en vidéo à la demande, les différents moyens de consommer le film vont se faire concurrence et tous risquent d'en pâtir. Donc on a créé effectivement ce système pour que ces modes d'exploitation ne se marchent pas dessus. Et la logique, c'est donc d'abord qu'on sort le film au cinéma, on le sort ensuite en DVD et en VOD à l'acte, qu'on va différencier de... C'est combien de temps à peu près, entre la sortie salle et le moment où je peux acheter un DVD ? Alors, c'est 4 mois. C'est la première phase, ça va être l'exploitation cinéma, une exclusivité pendant 4 mois. Et ensuite, on va passer à la phase de la vente, où on va pouvoir vendre le DVD physique, à l'ancienne, on va dire, et on va pouvoir vendre en VOD à l'acte, qu'on va différencier de donc Netflix. Oui. La vidéo à la demande à l'acte, on va payer 5 € pour pouvoir regarder son film tout de suite. Donc ça s'apparente à une vente ou à une location. Ok. Ensuite, on passe à la phase 3 qui sont les diffusions télévisées. Là, je ne vais pas rentrer dans le détail parce qu'il y a beaucoup de délais qui dépendent de beaucoup de critères selon que la chaîne soit payante, qu'elle soit spécialisée cinéma, est-ce qu'elle a produit en partie le film. Et tout ça, ça nous amène à la phase 4 jusqu'à 3 ans après la diffusion du film. Donc j'ai l'impression qu'on parle de Marvel, tu sais, c'est la phase 4, c'est l'Avenger. Sachant que du coup, pour être très précis, à chaque fois que le film arrive sur une nouvelle fenêtre, il peut disparaître de la précédente. Donc c'est-à-dire qu'un film, il reste en DVD dans les bacs, mais il peut être sorti des catalogues VOD vente à l'acte. Donc c'est pour ça que certaines personnes se disent « Ah, mais j'avais le dernier film à la mode sur ma plateforme VOD à l'acte. » Maintenant, il est sur Canal+, ou sur les chaînes publiques, il n'est plus en ligne. Quoi. Absolument. D'accord, donc phase 1, cinéma, phase 2, vente à l'acte en DVD ou en VOD, phase 3, télé, et phase 4, VOD illimité. Mais ça, du coup, c'est combien de temps ? C'est 36 mois, donc 3 ans, comme je disais. Donc pour avoir un film sur Netflix, c'est 3 ans après la sortie ciné, actuellement. Exactement. Okay. Et surtout, si pour les films cinéma, parce que les films qui ne passeraient pas en fait, par la case cinéma ne sont pas assujettis à cette chronologie. C'est une précision qu'il faut apporter. Et c'est au cœur du débat qu'on abordera tout à l'heure, c'est que Netflix doit attendre 3 ans pour les films de cinéma. Voilà. Donc, qu'est-ce que ça implique ? C'est qu'aujourd'hui, on est quand même à l'heure de l'Internet qui va très vite. Merci la 4G, merci les débits, les hauts débits. Ça marchera jamais Internet, moi j'y crois pas du tout. Ouais, si. Non, on va rester sur le Minitel. Donc aujourd'hui... La France, voilà, monsieur, la France. Voilà, soyons en 2018. Aujourd'hui, Internet, ça marche très bien, ça va très vite. Okay. Le consommateur a tout immédiatement, a tout tout de suite et maintenant. Surtout en ce qui concerne entre guillemets, les biens culturels. Là, on parle des films, des séries, de la musique, des jeux vidéo. Et pourtant, on continue sur les films qui sortent en cinéma de retarder un peu artificiellement le début des exploitations et notamment des exploitations en ligne et de la principale exploitation en ligne qui est la VOD par abonnement qui est aujourd'hui... depuis 4 ans. Voilà, qui est depuis un bon moment déjà la source de revenus principale des exploitations en ligne de films. Mais attends, 4 ans qu'il y a Netflix en France,
tu veux dire qu'on s'est dit on va réformer la chronologie des médias au moment où Netflix est arrivé en France? On n'est jamais très en avance. Non, mais c'est surtout que ce sont les nouveaux usages qui parlent. Et donc, du coup, la question, c'est vraiment le public aujourd'hui qui est abonné à Netflix et à d'autres, hein, d'ailleurs. Il y a d'autres plateformes, Canal Play, etc. Comment on fait pour leur proposer des films récents? C'est ça. Mais du coup, ce mécanisme de chronologie des médias, on a bien compris que ça sert à protéger les exploitants, les fenêtres d'exploitation, le fait que sur telle période, il faut aller voir le film au cinéma, sur telle période, tu peux le voir à la télévision, etc. Mais comment ça marche? Comment ça s'inscrit dans une politique culturelle plus globale de la France? Mathieu. Merci. Très bonne question. En fait, tout ce qu'on est en train de se dire, industriellement, réglementaire, etc., c'est intéressant, mais il faut bien se rendre compte que derrière, on a une vraie industrie culturelle qui a besoin d'être défendue. Donc, c'est pas l'idée de permettre à des groupes internationaux d'arriver en France et de faire un peu ce qu'ils veulent. C'est vraiment l'idée de défendre, d'une part, une industrie qui est ancrée au niveau local. Je rappelle que les tournages de films, etc., ça draine quand même beaucoup de choses. Et c'est surtout de défendre un cinéma dont on est très heureux aujourd'hui de voir les répercussions politiques et très culturelles. Donc, dans les grands festivals, et encore Michel Audiard a gagné. Le rayonnement de la France à l'étranger. Jacques Audiard a gagné un prix à Venise, etc. Michel Audiard, c'est plus compliqué. Il n'était pas là. C'est vraiment l'idée qu'on essaye de défendre, et depuis les années 80. Et ce qui est très drôle, c'est qu'en fait, la chronologie des médias a eu une grosse répercussion dès l'arrivée de Canal+, dans le paysage, dans le PAF français. Donc c'est vraiment l'idée de se dire comment on fait pour protéger des gens, des auteurs, des artistes, des producteurs qui passent des années à créer des projets, qui veulent le présenter à un public, et comment on fait aussi pour du coup l'organiser face à un public qui a de plus en plus de fenêtres pour voir des films. Et c'est vraiment l'idée que si un film va au cinéma, il y a un peu les lettres de noblesse avec un grand C de présenter un film dans une salle de cinéma, il faut être en mesure de lui donner du temps d'exploitation. C'est prouvé que généralement, quand un film passe assez longtemps dans votre salle de cinéma, vous essayez d'y aller, d'aller le voir. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, la chronologie des médias, c'est tellement l'ADN de l'industrie, c'est tellement la colonne vertébrale du cinéma français, qu'elle est à la fois, elle a un bienfait fou, et ce sont des limites énormes aussi. Ce sont des limites énormes parce que tout le financement du système est basé là-dessus. C'est-à-dire qu'à chaque fenêtre, comme l'a expliqué Loïc, à chaque fois que vous négociez une fenêtre de diffusion, c'est parce que vous avez mis de l'argent sur le projet. Tu veux dire que Canal+, qui par exemple, ou France 2 ou Arte aurait mis donc une certaine somme dans la production du film, dans la fabrication du film, et du coup ça lui donne le droit de diffuser le film à un moment juste pour lui. Les exploitants, les distributeurs, les diffuseurs télévision ont mis de l'argent sur les projets. Faut savoir que Canal+, il y a donc les fenêtres de la chrono sont négociées. On parle de chaînes avec accès payant, de chaînes gratuites, etc. Chacune d'entre elles a négocié un créneau. Si demain on essaye de changer la chronologie des médias, en fait on change tout le financement du système. Et ça, c'est un vrai problème parce que du coup, on ne va pas non plus seulement parler de qui peut avoir accès au film pour l'exploiter quand il veut. C'est surtout, du coup, on va déconstruire tout ce qui se passe. C'est une histoire de gros sous, quoi. Ouais, il y avait une histoire de gros sous. C'est quelque chose qu'on s'est dit en préparant l'émission. C'est que finalement, écrire un livre, globalement, ça coûte du papier et un stylo. Bon, excusez-moi la formulation un peu bête, mais... Le temps, c'est de l'argent. Le temps, c'est de l'argent, tout à fait. Mais c'est surtout que les coûts engagés n'ont rien à voir entre écrire un bouquin ou faire un disque ou produire Star Wars. On prend exprès des exemples absurdes, mais c'est vrai que du coup, il y a vraiment une question bête de la planche à billets, quoi. Oui, et c'est la concurrence qui est telle entre des exploitants en province, en France, qui ont un seul écran à défendre, mais qui ont besoin d'avoir des exploitants, c'est quoi? C'est quoi un exploitant ? Exploitants de salles de cinéma sont des gens qui ont des salles en physique dans les petits villages, les villes, etc. et qui du coup font une vraie politique culturelle en présentant des films petits ou grands et ont besoin d'avoir une espèce d'exclusivité et d'accès prioritaire aux films pour pouvoir faire vivre leur salle et puis aussi proposer au niveau local des contenus, des films qui peuvent... Alors ça peut être des courts-métrages, des longs-métrages, etc. Nous, ce qui nous intéresse ici, c'est les longs-métrages. Si demain Netflix a accès aux films en même temps, Netflix, alors on symbolise Netflix par toutes les plateformes qui pourraient y avoir accès. Pour eux, c'est un vrai danger. À la limite, les grands groupes avec les grands films hollywoodiens ou les grands films français, Danny Boone, etc., il n'y aura pas trop de problèmes. Mais sur l'exploitation des petites salles et l'accès à tout un tas de films qui va leur permettre de ramener du public, de faire vivre leur économie et de travailler un peu à une politique culturelle,
on va avoir des grosses tensions, quoi. Et elles existent déjà avec le Festival de Cannes, etc. On en reviendra tout à l'heure. Parce que la vilaine chronologie des médias, qui en tant que consommateur est quand même un peu pénible, on va pas se mentir, c'est aussi ce qui permet de structurer et de financer et d'organiser la grande exception culturelle française. Exactement. Et c'est ce qui nous permet d'avoir des films qui rapporteront rien, mais qui ont un intérêt culturel très important et qui feront 5 entrées, mais on est hyper content qu'ils puissent exister. Il faut rappeler que l'exploitation, notamment en salle, il y a une partie du billet de cinéma qui revient au CNC pour refinancer de nouveaux films, par exemple. Par le biais de subventions, en fait. Et c'est pour ça que si on déconstruit tout le système, et notamment tout le financement, demain, on aura un cinéma français qui va se réduire un petit peu, peut-être avant de se renouveler, de se réinventer, comme l'a fait un peu la musique, d'ailleurs. Oui. Mais c'est pour ça qu'on est vraiment à un nœud de problème, en fait, en ce moment. Puis une part du billet de cinéma, et puis je suis navrée, je sais plus si tu l'as dit, mais en plus de la part de ton billet de cinéma, il y a quand même toutes les chaînes de télé qui ont une part de leur chiffre d'affaires qu'elles sont obligées de dépenser alors c'est ce qu'on appelle des préachats, en production de films. Mais ils achètent les droits en avance, En fait, ils achètent les droits en avance, mais finalement, ça revient à donner des fonds pour pouvoir fabriquer le film après. Mais c'est pour ça que quand vous regardez vos chaînes de télévision le soir, il y a encore beaucoup de gens qui regardent la télévision classique. La quoi ? Voilà, le prime time. Vous avez des films qui passent à la télévision, c'est pas anodin, c'est des films qui ont été achetés 5 ou 6 ans avant, qui sont passés dans toutes les fenêtres de la chrono et qui finissent par atterrir dans des cases où les chaînes peuvent vendre de la publicité aussi. Donc ça, c'est important. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on a le vrai problème, en fait, c'est l'effondrement notamment de Canal+. Puisque comme tu le disais très justement, Clara, le fait que Canal+ mette de l'argent, mais de moins en moins, ça impacte aussi l'industrie. Et ça, la chronologie a un impact là-dessus, puisque Canal+, c'est la 3e fenêtre. Oui, c'est la 3e fenêtre. Ça va pas s'arranger pour eux. Non, ça va pas s'arranger. Mais du coup, on peut aussi se poser la question du fait que, comme l'accord, il n'a pas été signé là, il y a quelques jours maintenant, mais qu'il était lui-même hyper à la bourre sur les usages et qu'il allait arriver en s'adaptant à une situation qui n'existe déjà plus. Est-ce que c'est vraiment grave qu'on l'ait pas signé ? Là, on fonctionne sur quelque chose d'assez artificiel au final. On fonctionne sur un système qui permet aux gens de continuer à vivre, les exploitants exploitent, les chaînes de télévision diffusent, Canal+ continue malgré tout à diffuser des films et s'engage de moins en moins, ça c'est une vraie crise. La question c'est comment aller de plus en plus sur les usages du public, c'est-à-dire comment on va réintégrer la chrono des médias, etc. Et moi, dans les propositions qui ont été faites, c'était juste de ramener 2-3 mois en avance chaque fenêtre, en tout cas les plus anciennes. C'est un peu peau de chagrin, quoi. C'est ça. Loïc, comment ça marchait du coup la réforme ? C'était quoi l'idée ? L'idée, en 2 mots. Alors déjà en 2009, quand on a procédé à la dernière mise à jour, on va dire, de la chronologie des médias, on pointait déjà le problème principalement de la lutte contre le piratage, alors qu'en 2009, on avait... Qui existe toujours, bien sûr, mais en 2009, on avait The Pirate Bay qui était au top du top. C'était un des sites les plus visités au monde, c'était des millions et des millions de téléchargements par jour. Et Adopi, on connaît tous Adopi, n'en était encore qu'à ses balbutiements en 2009. Ça existe toujours. J'ai reçu mon premier avertissement d'ailleurs. Mais ne t'en vante pas, je ne te félicite pas. Et donc... truc que j'ai téléchargé pour ma mère en plus, je suis dégoûtée. Bravo. Sachant que c'est une intention de la ministre de la Culture actuelle de réutiliser Adopi pour faire des choses. Téléchargé pour ma mère aussi, mais de réutiliser Adopi pour faire quelque chose. Ce qui montre que politiquement, on est encore dans un truc assez stagnant, puisqu'on veut remettre en place des luttes qui existent depuis 10 ans. Mais voilà, effectivement, la modernisation d'Adopi, ça c'est un grand sujet depuis qu'elle existe quasiment. Ce sera le sujet des épisodes 14, 15, 16, 17 et 18. Ça pourrait être un très bon sujet d'émission. Mais bon, comme tu le disais, la réforme, qui, quoi, comment, pendant 3 ans, on a discuté sous l'égide du CNC et finalement, on n'est pas arrivé à grand-chose jusqu'à ce qu'on mette la pression mi-2018 par intermédiaire de la ministre de la Culture. Et puis l'arrivée d'un nouveau gouvernement, c'est surtout ça. Et l'arrivée d'un nouveau gouvernement. Et finalement, ça a quand même discuté assez fort sur les 6, 7, 8 derniers mois pour qu'au final, aujourd'hui, on arrive à une réforme dont on a les contours. C'est-à-dire que même si on n'a pas d'officialisation, on peut dire qu'aujourd'hui... Les contours, c'est raccourcir toutes les fenêtres. On se dirige vers un raccourcissement global des fenêtres entre 1 et 3 mois et
un système qui peut être assez intéressant et qui est une piste très intéressante, je pense, c'est un gros raccourcissement de la fenêtre pour la SVOD, où on va passer de 3 ans aujourd'hui à 1 an et demi environ. Ah, mais donc, c'est encore beaucoup trop long. C'est ça, déjà c'est encore beaucoup trop long. Et puis surtout, alors on va encore prendre Netflix. Il faut voir qui on va concurrencer et quelles sont les conditions, parce que elle est conditionnée, ce raccourcissement, à ce que des acteurs comme Netflix, qui aujourd'hui ne sont pas installés en France et qui ne sont en principe pas soumis au droit français, très important, pas soumis à la chronologie des médias. Il faut rappeler que Netflix, s'ils respectent la chronologie des médias, c'est parce qu'ils acceptent de le faire. Parce qu'il y a une vraie question de savoir est-ce qu'elle s'applique, sachant qu'ils ont un business qui aujourd'hui global et pas centré sur la France. Il faut rappeler, ça c'est un peu pour l'anecdote, que Netflix avait installé des bureaux en 2014 et que quand il y a eu un peu trop de pression... ils voulaient vraiment s'installer à Paris. Ils sont repartis dans le nord-est, je ne sais plus, à Copenhague, je crois, ou à Amsterdam. Là, ils sont à Amsterdam. Mais ils ont plus de bureaux en France. Alors ça, c'est symbolique, mais ça fait partie de l'histoire politique un peu de cette chronologie des médias. C'est ça, puisque quand Netflix est arrivé en France, ils ont dit, bon, nous, il y a des choses sur le mécanisme de l'exception culturelle qu'on ne peut pas faire, mais en échange... Qu'on veut pas faire, mais en échange, on accepte de donner plus d'argent pour le financement du cinéma, et le gouvernement français leur a dit non, du coup, ils sont allés s'installer ailleurs. Donc si aujourd'hui, ils respectent la chronologie des médias, c'est vraiment juste parce qu'ils le veulent bien. Bref, donc du coup, là, à ce stade-là, on dit ok, c'est super, du coup, ton film qui sort au ciné, toi, en tant que consommateur, tu vas pouvoir l'avoir au bout d'1 an et demi sur ta plateforme de VOD. Mais est-ce qu'on en a encore quelque chose à faire en 2018 de pouvoir voir le film de cinéma même 8 mois après sur une plateforme de VOD? On le veut tout de suite. Moi, je le veux tout de suite. C'est ça. Et puis en plus, genre, Netflix, finalement... Qu'est-ce que vous regardez, vous, sur Netflix ? En fait, alors moi je me suis réabonné récemment, mais en préparant l'émission, c'est un truc on avait fait un peu un parallèle avec la musique. Et aujourd'hui, moi, je vais être honnête, à une certaine époque, je téléchargeais des morceaux de musique. C'était il y a 15 ou 16 ans. Depuis Spotify, Deezer, etc., je ne télécharge plus un seul morceau. Plus rien. Et même à la limite, ça va être triste, mais du coup, s'il y a un artiste qui n'est pas sur Spotify, je ne l'écouterai plus quasiment. Et je crois que c'est la même chose avec Netflix. Enfin, encore une fois, on dit Netflix pour la SVOD de manière générale, mais c'est-à-dire qu'il y a tellement de contenu sur les plateformes qu'on paye déjà que moi, mon entourage, alors oui, on est tous des Parisiens urbains, mais on télécharge plus parce que juste il y a déjà tellement de contenu. On revient à un système, ce que certains professionnels ne voient pas, c'est qu'on revient à un système de télévision. C'est-à-dire qu'en fait, Netflix aujourd'hui est un peu tout seul et s'amuse beaucoup. Il y a beaucoup de contenu. Moi, j'ai découvert des documentaires fascinants sur Netflix, réellement. Ouais. Le dernier documentaire oscarisé est sur Netflix, il faut le rappeler quand même. Je vais préciser qu'on n'est pas sponsor. Voilà, coucou. Non, mais on va croire. Non, mais on va pas être sponsor parce qu'en fait, dans l'idée, il y a des nouvelles plateformes qui vont arriver. Et la grosse problématique, c'est que quand on aura 3 ou 4 plateformes à la Netflix et Disney arrive l'année prochaine, je peux vous dire que ça va faire très mal parce qu'une partie... Disney lance une plateforme de VOD, donc il y aura quoi ? Il y aura toutes les productions Disney, toutes les productions Marvel, Pixar, Star Wars. Dernier Marvel sur Netflix, je crois que ça va être Ant-Man 2. Et à partir de Captain Marvel, Disney dispose de ses propres contenus et aura ses propres tuyaux pour les diffuser. Donc ils vont arriver avec ce que Netflix n'avait pas au début, c'est-à-dire un catalogue énorme. Sachant qu'ils rachètent la Fox, bref. Mais ils ont un catalogue qui sera, si ce n'est aussi important, voire aussi riche. Et on va vraiment vers une domination, en tout cas, de ces grands groupes internationaux. Il va falloir qu'on apprenne à les gérer au niveau national avec cette chronologie des médias qui, pour l'instant, empêche beaucoup de choses, tout en protégeant. En fait, la grande problématique, c'est le marteau et l'enclume, c'est-à-dire les nouveaux usages, les groupes internationaux qui arrivent, et de l'autre côté, une filière à protéger avec du travail au niveau local, encore une fois, des salles, des chaînes de télévision, etc. On a des gens à protéger chez nous quand même, pour protéger l'art et la culture, et en même temps, il faut qu'on fasse avec les nouveaux usages. Comment faire ? Comment faire ? Et surtout que, encore une fois, Netflix, alors les grosses plateformes de VOD, les grands acteurs, Netflix, Amazon, Disney, etc., qui lancent tous leur plateforme de VOD, on a cette impression qu'en fait, ils sont en train de s'affranchir un peu de la logique de la salle, mais pas de s'affranchir de la logique de on va produire des films, comme on l'a vu au Festival de Venise il y a quelques semaines. Mathieu ? En vrai, la grosse polémique depuis 2 ans, c'est que Netflix ne fait pas que diffuser, elle produit, et Netflix produit de grandes séries qui sont très populaires, Stranger Things, etc., et maintenant produit des longs métrages, et ne fait pas ça
à demi-mot, puisqu'il produit, je vous rappelle que Martin Scorsese, l'année prochaine, sort un film sur Netflix. Et qui est-ce qui a gagné Venise cette année ? Qui est-ce qui a gagné Venise ? Alfonso Cuarón, cinéaste, très grand cinéaste mexicain qui, depuis 20 ans, nous a sorti de beaux chefs-d'œuvre. Comme par exemple Les Fils de l'Homme, Gravity. Voilà, des choses extraordinaires qui passent très très bien en salle. Je vous conseille de voir Gravity sur un grand écran. Et là, il sort un petit film en noir et blanc, Roma, qui est magnifique a priori et qui va, du coup, la politique de Netflix, c'est de le passer dans les festivals qui l'acceptent. Ça va quand même sortir à Venise, Toronto et dans d'autres festivals à l'automne qui sont parmi les plus gros festivals de l'année. Et le film va du coup bénéficier de sorties limitées en salle. Ça veut dire que Netflix n'est pas contre la sortie en salle, puisque ça va lui permettre d'aller chercher des Oscars, etc. Mais pas en France. Sauf en France. Donc là, on va parler d'un terme que notre président aime beaucoup. Ça fait un peu gaulois. Ça fait un peu gaulois parce qu'on va être un peu les irréductibles qui ont décidé que pour préserver la filière, on n'accepte pas, et parce que la chrono existe et empêche ça, un film qui veut être sur Netflix, que Netflix veut diffuser sur sa plateforme. Puis qu'ils ont produit un film qui est à eux. Voilà, ils ne vont pas attendre 3 ans et leur fenêtre pour la diffuser parce qu'ils auront mis le film dans 2-3 salles de cinéma. Hors salle ou festival événementiel, le Festival Lumière à Lyon passera à Roma dans quelques semaines. Ce sera des projections, on va dire, événementiel sans vraiment volonté d'exploitation derrière. Oui, parce que pour être très clair, donc on l'a déjà dit tout à l'heure, mais on va reprendre un peu. Dès qu'un film sort en salle, une vraie sortie, donc pas une projection événementielle, pas une avant-première, mais quand un film sort en salle, ça déclenche la chronologie des médias. Absolument. C'est pour ça que vous aviez notamment la journée de la jupe sur Arte qui avait d'abord été diffusée sur Arte. C'est ça, la veille. Et qui avait été ensuite diffusée en salle. Il y avait un accord un peu en disant ce film mérite d'être vu par certaines personnes sur un grand écran. On l'avait fait. Les donc, exploitants avaient accepté ça. Techniquement, tu peux même, par exemple, mettre un film sur ta plateforme VOD et le jour où il sort au cinéma, par contre, tu l'enlèves. Mais ça, en technique pure. On est sur des sorties plutôt type événementiel limité, mais où les exploitants acceptent ça. Et la problématique, c'est qu'aujourd'hui, les exploitants qui ont des salles, encore une fois, en physique, en vrai, ont du mal à accepter le fait de passer des films qui sont aussi disponibles ailleurs. Mais peut-être que ça tient au fait que pour ces nouveaux acteurs qui ne sont pas issus de la filière classique du cinéma, nouveaux acteurs, etc. Netflix, on parle Amazon. de Netflix, voilà, Amazon. Pour eux, le cinéma, une sortie salle, les festivals, etc. Est-ce que c'est pas plus un moyen pour eux de faire de la promo? Est-ce que ça fait pas partie de la promotion plutôt que de vraiment le cœur de l'activité qui est pour eux de vendre des abonnements Nos amis de l'art et essai, qui ont sorti un communiqué après Venise, le disaient bien, c'est qu'ils aiment pas trop la volonté marketing de Netflix de passer dans des grands festivals de cinéma, et c'est la problématique avec Cannes. À Venise, cette année, on a eu aussi des exploitants italiens qui ont un peu crié en disant « Oulala, mais en fait, il y a plein de films Netflix en compétition ». Donc à Venise, excusez-moi, on l'a pas dit, à Venise vient de se clore, pour ceux qui ne le savent pas, un des plus grands festivals de cinéma au monde, qui s'appelle la Mostra, et qui, eux, ont pris le parti pris, excusez-moi, de continuer à diffuser les films de Netflix, là où Cannes, cette année, a dit Netflix n'est plus le bienvenu chez nous. Voilà, alors qu'en France, on a dit Netflix, c'est pas du cinéma, c'est dommage pour Orson Welles et Scorsese. Oui, parce que ils seront heureux de l'apprendre. Le dernier Orson Welles, le vraiment dernier, sort sur Netflix. Je leur donne le crédit que Alfonso Cuarón, son film a été acheté par Netflix, c'est-à-dire qu'il a été produit dans un registre plus proche, très, très cinéma. C'est juste que Cuarón a choisi de le vendre à Netflix. Mais Irishman de Scorsese, si jamais je me trompe sur le titre, il faut me le dire tout de suite. Non, ça. Irishman de Scorsese, c'est Netflix qui a dit tiens, voici les fonds, va faire ton 200 film. 200 000 ou 100 ouais, millions. C'est ça, 200 Martin, millions. va faire ton film. Et à l'inverse, 22 juillet, qui est un film qui sort bientôt, le réalisateur a dit j'ai choisi Netflix pour toucher un jeune public aussi. Donc après, c'est des intentions évidemment plus marketing qu'autre chose. Et le cas ici en France, c'est qu'avec le Festival de Cannes, qui est le plus grand festival, pas le plus ancien, mais le plus grand, Thierry Frémaux avait souhaité sélectionner en 2017 des films Netflix en compétition, et ça avait soulevé l'ire des exploitants qui avaient dit mais si on commence à sélectionner des films et à leur donner des prix en France, ça veut dire que demain, les salles de cinéma ne serviront plus à grand-chose. Je comprends. Est-ce que c'est pas la question finalement. Est-ce que la salle sert encore à quelque chose ? La salle sert encore à beaucoup de choses, et la salle a des choses à défendre. On est tous les trois des amoureux de la salle, bien sûr. Voilà. Mais effectivement, on peut se poser la question de la réalité, de est-ce que le fait de se cramponner à la salle comme ça est quelque chose qui va rester pertinent dans le futur de l'exploitation du cinéma. Et effectivement, il y a encore
certains films qui ont besoin nécessairement d'être vus en salle, mais il y a aussi plein de trucs où... Il y a la volonté de vouloir projeter un film en grand, c'est quand même quelque chose d'assez extraordinaire. Les auteurs recherchent ça aussi, il y a un vrai contact physique avec le public. Et c'est surtout que je pense qu'on est très inquiet des évolutions technologiques, et ce qui est fou, c'est que la chronologie des médias et le secteur en particulier du cinéma s'inquiètent. Enfin, les mêmes choses se sont soulevées à l'arrivée de Canal+, à l'arrivée de la TNT, etc. Aujourd'hui, c'est juste qu'on a des acteurs internationaux qui arrivent. Et c'est compliqué parce qu'en fait, eux ne souhaitent pas forcément être régis par les mêmes obligations. C'est vraiment ce système de marteau et enclume. On va se dire comment mettre des obligations sur des groupes qui finalement, Netflix, c'est quand même plus de 120 ou 130 millions d'abonnés dans le monde. Si on leur dit que c'est 3 millions d'abonnés en France, au final, pour l'instant, ils vont passer outre. Mais demain, Netflix, ça peut être 5-6 millions d'abonnés en France. Et peut-être qu'un jour, en plus, avec l'arrivée des autres plateformes, on aura un public plus présent sur les plateformes qu'ailleurs. Donc, il faut apprendre aussi à travailler avec elles. Au final, et pour conclure, nous, ici, on a un peu l'impression qu'il y a un ramdam pas possible qui est fait autour de cette question de la chronologie des médias, et que finalement ça brasse beaucoup, mais ça correspond plus vraiment à quelque chose qui s'inscrit dans le présent et encore moins dans le futur de la consommation de films et de séries. Et dans le futur de la filière, parce qu'au-delà de tout ce qu'on peut tisser avec Netflix d'inquiétude, il faut rappeler que les acteurs de la filière quelques acteurs de la filière sont en train de s'effondrer. Et donc la chronologie des médias en son intérieur ne fonctionne plus. Dans 2 ans, Canal+ risque de ne plus avoir grand-chose à acheter, quoi. Okay. Et pour finir, je pense qu'on peut faire moi qui suis musicien, je suis très attaché au marché de la musique et à tout ce qui se passe et aux évolutions depuis 15 ans de la musique. Il y a un parallèle intéressant à faire sur la musique qui a eu beaucoup de mal, surtout le secteur du disque, qui a eu beaucoup de mal à s'adapter aux nouveaux usages et surtout à lutter contre le piratage. Et peut-être que la musique a réussi son adaptation, son évolution. Aujourd'hui, le secteur a réussi à prendre le tournant et à faire du streaming sa force. Donc des plateformes comme Spotify sont aujourd'hui les moteurs de toujours la croissance, le renouveau de la croissance du secteur du disque. Et parallèlement, dans le disque, on n'a pas cette notion de chronologie des médias. Et finalement, est-ce qu'on n'a pas réussi à s'adapter plus facilement parce qu'on n'avait pas cette chronologie des médias et qu'on n'avait pas, on n'avait pas ce petit blocage sur des fenêtres d'exploitation. Mais ça a pris du temps aussi. Ça a pris du temps, mais on y est arrivé. Voilà. Peut-être qu'il faut qu'on arrête de discuter et qu'on tente des choses en vrai. Donc il va falloir repenser en profondeur comment est-ce qu'on diffuse, comment est-ce qu'on produit et comment est-ce qu'on consomme du cinéma en France. Rendez-vous à Cannes 2019. Bonne chance. Merci d'avoir suivi cet épisode de Besoin de rien, envie de droit. On se retrouve dans 15 jours. Binge.